Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti pour une nouvelle semaine de débat autour de l'actualité économique et politique par la bande, et notamment évidemment autour des retraites, puisque ce serait, nous dit-on, une semaine décisive. Donc on est reparti pour une heure de débat avec quand même l'invité surprise, enfin depuis vendredi, c'est-à-dire l'actualité bancaire. Donc on va voir ça, on va démarrer avec ça d'ailleurs. C'est parti, c'est Bismart. Autour de la table, Anne-Sophie Alsif. Salut Anne-Sophie, économiste BDO, c'est ça Anne-Sophie. Philippe Wechter, salut Philippe, Ostrom Asset Management, et Bertrand Martineau, salut Bertrand. Bonjour. Conseiller pour l'emploi de l'Institut Montaigne, et on en parlera, comme à chaque fois que Bertrand est là, on en parlera largement de l'emploi. Mais on va quand même commencer avec la crise bancaire, et je vais vous impressionner parce que je connais par cœur la phrase de Daniel Bouton, le 30 juillet 2007. Je ne sais pas pourquoi, je la connais par cœur, je l'ai apprise par cœur, elle m'est rentrée dans la tête. Il présente donc les résultats de la Société Générale, les semestriels de la Société Générale, et il dit nous assistons à l'explosion d'une colossale bulle de crédit, mais en tant que banque, nous n'y sommes pas exposés. Daniel Bouton dit ça en 2007, et à chaque fois que globalement, c'est un petit peu le discours, Bruno Le Maire ce matin, etc. À chaque fois que j'entends le système bancaire européen, on va dire ça comme ça, dire ce qui est aux États-Unis reste aux États-Unis, ce qui est à Las Vegas reste à Las Vegas. Je me souviens de cette phrase de Daniel Bouton qui n'était pas le moins visionnaire, on va dire comme ça, des patrons de banque. Voilà, donc tout ça donc pour introduire ce sujet autour de cette banque californienne. Donc vous avez suivi tout le truc. Je vous redonne juste quand même les chiffres parce que c'est intéressant. La demande de retrait donc sur jeudi, vendredi, c'est 40 milliards de dollars. Ça aussi, un grand adage, c'est la liquidité qui tue les banques, 40 milliards de dollars. Donc il y avait a priori 160, il y a toujours, on espère, 175 milliards de dollars de dépôts, mais concentrés seulement en 35 000 clients, ce qui, là aussi, faisait la spécificité de cette banque. Vous avez suivi ça, c'est des entrepreneurs, notamment beaucoup des startups de la Silicon Valley, ce qui a expliqué d'ailleurs que très vite la garantie bancaire soit passée de, je crois que c'était 250 000 dollars à l'intégralité des dépôts. Donc en tout, 210 milliards de dollars d'actifs et ce qui visiblement a créé la tempête, c'est la banque s'est pris le doigt dans les chocs obligataires. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Donc il y a une ligne de crédit qui a été ouverte par la Réserve fédérale. Voilà, ligne de liquidité pour pallier tout risque de contagion de l'incendie. Comment est-ce que vous regardez ça, Anne-Sophie ? Alors, moi, je reprendrai la citation que tu as dit. C'est vrai, quand on regarde un petit peu dans le détail, la conséquence, la question, c'est est-ce qu'il y aura une conséquence peut-être pour nous ? Bien sûr, c'est notre question. Voilà, c'est vraiment ça la question. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire non, puisque c'est vrai que quand même en Europe, notamment avec toutes les régulations, après 2008, on en a énormément parlé, on a quand même beaucoup assaini le système bancaire, et même un pays comme l'Italie, où il y a eu quand même beaucoup de recapitalisation et beaucoup de petites banques qui ont été aussi recapitalisées, parce que c'était quand même le pays à risque. Donc, par rapport à l'Italie, et en plus, la Banque Centrale Européenne est quand même très, très, très préconeuse de ce qui se passe. Pour les autres banques qui sont systémiques, et là, c'est important pour nous, parce qu'on en a quand même beaucoup en France, Société Générale, Crédit Agricole, BNP, là aussi, par rapport à la réglementation et par rapport au stress test de la BCE, on n'est pas normalement dans une situation... Dans un niveau de risque qui est comparable à celui de etc. Silicon Valley. Et puis surtout, par rapport aux États-Unis, on n'est pas du tout dans la même situation économique, concernant et l'inflation et les taux. Donc là aussi, c'est très compliqué de comparer. On peut avoir les mêmes chiffres, mais dans la situation et dans la macroéconomie n'est pas du tout dans la même situation. Donc moi, je ne pense pas qu'il y aura de risque de contagion. Et de toute façon, s'il y a le moindre risque, ou en tout cas que ça commence, il y aura forcément la Banque centrale qui pourra intervenir comme elle a déjà fait avant. Mais c'est vrai que je pense qu'on ne peut pas vraiment comparer les deux systèmes et dire, voilà, parce qu'il y a ce problème aux États-Unis avec cette banque, demain, ce sera l'Europe. Philippe ? Alors, moi, je trouve très surprenant ce qui a été dit tout ce week-end sur les mannes, sur les effets de la titrisation, parce que c'est ça la contagion qu'on a eue en 2008. Il y avait un support de contagion.
Là, la question est de savoir s'il y a un support de contagion. A priori, si on regarde la période de la grande crise financière, si on veut faire une référence, c'est plutôt à Northern Rock, qu'il y a eu en Angleterre, qu'à Lehman ou qu'aux effets de la titrisation. Et donc, ce qui s'est passé Northern Rock, souvenez-vous, banque spécialisée dans les prêts hypothécaires, dans l'immobilier, et qui avait été victime d'un bank run aussi, de la même façon. Qui n'avait pas pu rouler sa position de liquidité et qui s'était retrouvé avec des files de clients à la porte de leurs agences réclamant leur dépôt. Et donc la Banque d'Angleterre avait agi très vite, elle avait nationalisé Northern Rock pour éviter les effets de contagion. Parce que très vite, à l'époque, on avait revu les images des années 30, au moment où il y avait une vraie crise bancaire aux États-Unis, et il y a eu un effet de contagion terrible. Rappelez-vous aussi, en France, Nicolas Sarkozy nous avait dit « Vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque, etc. » Mais une semaine après, on avait un plan à 400 milliards d'euros pour soutenir le système bancaire. Donc, on n'est pas tout à fait dans les mêmes situations. On est plus sur Northern Rock, et la Banque centrale américaine a parfaitement joué le coup en disant « J'arrête tout effet de contagion en intervenant très vite, en prenant le contrôle de Silicon Valley Bank, et j'évite que les clients américains, qu'ils soient de Silicon Valley Bank ou d'une autre banque, aient le sentiment que la situation va se dégrader. » C'est ça qui est important, Philippe. Pourquoi sauver ces clients-là pour que les autres ne s'inquiètent pas, en fait. Exactement. Voilà. C'est le principe de la panique bancaire. Exactement. Éviter qu'il y ait des effets. Vous regardez la télé, tout le monde s'inquiète sur sa banque, etc. Et on n'a pas d'effet de transmission. Ouais, moi j'en ai un en tête, mais je vais voir ce que nous dit Bertrand, mais moi j'en ai un en tête. Le point important en 2008, c'était la titrisation. On avait des produits titrisés partout dans le monde. Et donc d'un seul coup, ces produits ne valaient plus rien nulle part. Ni à la Société Générale que tu évoquais tout à l'heure, ou dans une autre banque, ça ne valait plus rien. Et donc, dans ce cas-là, les banques sont immédiatement dans une situation compliquée parce que leur portefeuille n'est plus valorisable. Absolument. Et donc, ce phénomène-là, sur Lehman... C'est d'ailleurs 3 semaines après cette déclaration de Daniel Bouton que BNP Paribas devra, les premiers... Exactement. Alors, il y a eu Odo qui avait une petite alerte, et BNP Paribas devra fermer 2 ou 3 de ses fonds qui sont devenus totalement illiquides et il n'y a plus de prix. Exactement. Et sur Lehman, il y avait des connexions de marché extrêmement fortes qu'on n'a pas dans ce cas-là. Alors, on a, sur le fil d'information Bloomberg, on nous a dit tout le week-end qu'il y avait des banques liées à aux crypto-monnaies qui étaient associées. C'est autre chose. Mais ça ne me paraît pas être un élément suffisant pour avoir cet effet de contagion. Bertrand ? Non, je n'ai pas T'as pas de commentaire d'expertise particulière. Non. Alors je vais pouvoir balancer mon effet de contagion. Si, l'effet de contagion, c'est le choc obligataire. C'est-à-dire, moi je voudrais être sûr, c'est pas autre chose. Non, il y a 2 choses. Il y a la problématique. Moi je voudrais être sûr que toutes les banques arrivent à bien gérer ce choc obligataire. On a raconté ici que c'était pas simple quand même. Non, attends. Il y a la problématique spécifique à SVB. Ça, c'est une question. L'autre question, c'est effectivement, c'était le rapport du FDIC la semaine dernière, sur le fait qu'un tiers des portefeuilles bancaires étaient à risque. Et donc, du fait de la remontée des taux d'intérêt. Et ça, c'est une problématique à laquelle on est mis... On est confronté. On est confronté, voilà, et qui est assez nouvelle. C'est-à-dire que tout le monde avait en tête l'éventuel impact d'une remontée des taux sans en avoir vu la couleur. Là, on en voit la couleur et on a vu, je crois que c'est JP Morgan qui a sorti un tableau montrant qu'il y a un certain nombre de banques qui peuvent être en difficulté au cas où elles auraient besoin de récupérer ces liquidités.
En d'autres termes, pour être Enfin, clair... non, mais ça s'explique très simplement. Oui, non, mais justement, ça s'explique très simplement, et on l'avait expliqué ici, ce choc de taux pour les banques. Vous avez, depuis 10 ans, distribué du crédit qui vous rapporte 1 à 2% par an, et vous avez une ressource aujourd'hui qu'il faut aller chercher tous les jours à 3, 4, 5, enfin ça dépend après de la tension du marché interbancaire. Là, en l'occurrence, ce n'était pas tout à fait ça. C'était le fait que les banques avaient beaucoup de cash, qu'elles avaient acheté des bons du Trésor à des taux d'intérêt très bas, donc à des prix très élevés. Et donc là, les taux ayant remonté, les prix ont chuté. Tout à fait. Et donc le portefeuille bancaire s'est dégradé de façon... Ça reste des sujets de refinancement qui sont ultra compliqués. On est d'accord sur cet aspect-là, mais qui me paraît plus global que SVB en tant que tel. Voilà, c'était... Anne-Sophie ? Je pense vraiment important de mettre de côté les deux, puisque même ce problème de l'obligataire, déjà dès l'année dernière, même la Banque Centrale Européenne en parlait, toutes les grandes banques systémiques ont des réunions là-dessus pour justement essayer de l'anticiper, et même dans les hausses de taux prévues par la Banque Centrale Européenne, ça a toujours été bien dit dans le discours, en lien avec la récession et en lien avec la situation de refinancement. Donc c'est vraiment quelque chose qui, depuis le début de la remontée des taux, est, on va dire, surveillé. D'accord, mais c'est pas parce que c'est sûr. La peur n'évite pas le danger, tu sais. Non, complètement. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même anticipé. Donc c'est pas une surprise. Et par rapport aux très très grandes banques, elles savent, enfin en tout cas, elles ont cette prévision de hausse des taux. Donc je ne dis pas qu'il y aura... Parce que le paradoxe de toute cette histoire... On n'est pas du tout dans la même situation que voilà, les crises qu'on a pu avoir avant, en 2010 ou en 2008. On n'est pas du tout dans cette situation-là. J'entends beaucoup SVB victime d'un manque de prudence. Mais c'est tout le contraire. Que de placer une partie de ses dépôts en bons du Trésor américain à 10 ans, c'est, en tout cas en Europe, ce que la BCE nous demande de faire, enfin au-delà de nous demande d'ailleurs, ce que la régulation bancaire oblige d'une certaine manière les banques à faire. C'était un petit peu le cas depuis 2008, mais là ça va être... Oui, mais enfin voilà. Le problème d'inflation et les problèmes de récession, c'est pas... Quand on a besoin d'un actif sans risque, on prend des bons du Trésor américain. Et ben voilà. Et donc, effectivement... Donc il y a peut-être là... mais ça, c'est un effet... Le problème de la hausse des États-Unis n'est pas comparable à celle de l'Europe. D'accord, je veux bien. Puis c'est beaucoup plus tôt. Avec des déclarations, on baisse l'inflation quitte à sacrifier la croissance. Donc on n'est pas du tout sur le même... On a la même chose en Europe. On n'est pas si loin, quoi. On n'est pas loin. C'est là où la phrase de Daniel Bouton m'intéresse. C'est pas dit exactement pareil, puisque voilà, on n'est pas un pays, on est 27. Souvenons-nous, un truc très intéressant aussi dans le déclenchement de 2008, alors tu as notamment avant Lehman la faillite de Bear Stearns, qui n'est pas une banque d'affaires de taille comparable à Lehman, qui est rachetée. C'est-à-dire, en fait, le truc est empoisonné, vérolé, mais personne ne s'en rend compte, ou alors chacun pense encore qu'il va pouvoir en triompher, et elle est rachetée, Bear Stearns, par une banque qui derrière va devoir le payer très très cher. Oui, mais à l'époque, ce qui est intéressant sur cette période, c'est qu'on a beaucoup parlé de Washington Mutual, parce que c'était la plus grosse faillite. Et ça a été racheté aussi, sans que ça rentre sur le marché. Pareil pour Bear Stearns. Et en fait, la question qui s'est posée sur Lehman était de savoir qui allait le racheter. Et Barclays était prêt à le racheter. Sauf que Barclays disait, moi, je veux bien racheter Lehman, mais dans les mêmes conditions que c'est JP Morgan qui avait racheté. Je ne sais plus, justement, c'est pour ça. Et il me faut un véhicule particulier, etc. La Fed était d'accord, la Banque d'Angleterre ne l'était pas. Et donc, Barclays a dit, puisque je ne peux pas le faire chez moi, je n'y vais pas. Et donc, la seule solution, c'était de mettre Lehman en défaut. Et donc, là, la question est posée exactement de la même façon. Est-ce qu'on peut trouver une solution en interne plutôt que d'exposer cette situation au reste du monde? Et là, de ce point de vue-là, la Fed a très bien joué le coup. Oui, tout à fait. Maintenant. Absolument. Et donc, la question, a priori, ne se reposera pas façon Lehman. Et surtout, c'est pas du tout le même contexte. Ça, c'est dernier point quand même pour refermer ce dossier. Vous ne croyez pas quand même que... tu disais toi-même, Anne-Sophie, de toute façon, la BCE est là. La position est quand même compliquée. Ça n'a aucun rapport, mais ça me fait penser à ce qui se passe en ce moment dans la fusion de l'IRSN et de l'ASN, tu vois. C'est-à-dire, tu es en même temps celui qui déclenche le truc en remontant tes taux d'intérêt et celui qui, derrière, amènera la lance à incendie. Tout à fait, mais... Donc tu peux être tenté quand même de mettre le frein sur ta remontée de taux d'intérêt pour ne pas avoir à amener la lance à incendie. Par rapport à ça et par rapport au problème de récession.
C'est la question posée sur pour la absolument. prochaine réunion de la Fed. Ouais. Est-ce que le 50 centimes qui était validé, etc., le sera ou pas. C'est l'arbitrage entre quelle est, dans ma fonction de réaction, qu'est-ce que je mets en avant, l'inflation ou la stabilité financière. Mais le problème, voilà, c'est que tu as 2 heures, Stéphane, pour nous répondre. à la différence, quand même, que la Réserve fédérale a le mandat du plein emploi, ce qui n'est pas le cas, quand même, de la BCE, qui est quand même très concentrée uniquement vraiment sur son mandat sur le taux d'inflation. Oui, mais elle a un mandat sur l'inflation, elle a un mandat sur la stabilité financière. Oui, tout à fait, mais elle n'a pas la mandat sur le plein emploi et sur les problèmes d'emploi. Et le problème aussi de la BCE, c'est que, voilà, elle a plusieurs États dans la zone euro qui ne sont pas du tout dans la même situation économique. Oui, mais enfin, sur la stabilité financière, ça réconcilie tout le monde. Hein, ça, c'est sûr, mais quand même. Je crois que les Allemands n'ont pas encore vidé les bad banks des années 2008-2010. En Allemagne et en Italie. Donc, oui, mais je ne suis pas sûr que le Montana et le Massachusetts ou l'État de New York fonctionnent exactement de la même façon. Et l'hétérogénéité qu'on met en avant systématiquement en Europe se retrouve aux États-Unis. Bon. Oui, sauf que c'est un État fédéral. Allez, les retraites. Les retraites. Et donc, la dernière fois qu'on s'était vu avec Anne-Sophie, elle sortait de cette fameuse émission qui a fait vaciller, donc émission sur France Inter. Gabriel Zucman s'appelle l'économiste. Michael Zucman. Michael Zemmour. Un autre. Il y a aussi un Gabriel Zucman. Oui, qui est de la même, je crois aussi, dans la même obédience. Et donc, qui a quand même en partie failli faire vaciller le truc avec cette fameuse retraite à 1200 €. Bon, tiens, Bertrand, alors, dernière ligne droite, on vote ça jeudi, vendredi, peut-être un 49-3, on verra bien, et on parle d'autre chose ? Le scénario là devant lequel on est, en plus avec une assez faible participation des manifs samedi, c'est bon, voilà, l'affaire est pliée et on va pouvoir passer à autre chose. Oui, je crois qu'il y a eu les vacances les vacances qui ont quand même duré, les vacances, toute zone s'étale sur un mois quand même. Donc, voilà, donc là, effectivement... C'est ça qui a tué le truc, tu crois ? Je sais pas, je sais pas. Moi, pense que c'était plus facile Alors, d'abord, c'était plus facile de mobiliser en janvier qu'après les vacances, probablement. Et puis, je crois qu'il y a une forme de résignation. Mais le scénario qui se passe se ressemble quand même beaucoup à celui de 2010. On a oublié à quel point 2010 a été très, très dur. Et le niveau de grève dans l'éducation nationale ou dans la RATP, la SNCF, a été très supérieur à 2010 à ce qu'il est aujourd'hui. On a tendance à oublier à chaque fois. Voilà. Donc, ce qui s'est passé là jusqu'à présent... Je te le confirme, j'ai complètement oublié. Voilà. Mais parce qu'il ciblait directement les régimes spéciaux aussi, 2010. Non, il concernait aussi les régimes spéciaux, mais il ne ciblait pas davantage les régimes spéciaux qui ont été épargnés en 2010 aussi, enfin, sauf la... 2010, c'est le passage à 62 ans. Oui, tout à fait. Voilà. C'est ça. Et de décalage de 50 à 52 pour la RATP ou les roulants de la SNCF, etc. Enfin, tout a été décalé de 2 ans. Et là, la seule chose qu'on fait, c'est qu'il y a l'extinction des régimes spéciaux sauf les fonctionnaires, le principal, l'extinction des régimes spéciaux pour les nouveaux entrants. Donc, voilà. Clause dite du grand. Et alors, alors, c'est très amusant d'ailleurs parce qu'on se rend compte que... Non, c'est peut-être une explication de ce qui se passe à SNCF et RATP, c'est que, en fait, SNCF et RATP sera très, très, très peu concernés, en fait, par ces systèmes, parce que il y a 2 curseurs qui sont importants dans cette affaire pour ces régimes. C'est l'âge de départ à taux plein, de 57 ans. Ouais. Et on ne le touchera pas, alors que la logique aurait voulu le décaler. Voilà. Voilà. Or, c'est justement cet âge-là qui est important. Ce n'est pas l'âge minimum qui, lui, va être décalé, parce qu'en fait, ils ne partent pas à l'âge minimum, parce qu'ils ont un niveau de retraite qui est trop faible. Donc, en fait, les roulants, ils partent aujourd'hui vers 56 ans, 57 ans. Voilà. Et donc, parce qu'on est quasiment à l'âge d'annulation de la décote. Si on reportait l'âge de l'annulation de la décote, c'est absolument nucléaire. Donc ça, c'est le premier paramètre, l'État n'y touche pas. C'est intéressant. L'État n'y touche pas, donc ça ne change rien. Et le deuxième chose, c'est que la montée en puissance de la durée de cotisation, donc Touraine, peut se négocier discrètement par voie réglementaire. Donc la durée de cotisation Touraine, c'était un trimestre tous les 3 ans, c'est ça ? Oui, jusqu'en 2035. Voilà. Ouais. Et là, maintenant, la réforme, c'est 2027. Peut-être que pour certains régimes spéciaux, on n'est peut-être pas obligé d'aller peut-être pas obligé d'accélérer, vous voyez. Et tout ça, ça peut se faire discrètement, calmement. Peut-être, mais je n'ai pas d'infos, mais peut-être que des signaux ont été passés là où il fallait. Et ça expliquerait peut-être que ce qui n'est pas du tout une grève interprofessionnelle, mais une grève des services publics de transport essentiellement, ça expliquerait que finalement
ce soit plus faible que ce qu'on pensait, ce que beaucoup Je pensaient. disais ce matin dans les Échos exactement le même phénomène sur le transport routier, qui est aussi Exactement, qui est capital. Voilà. Et la façon dont on a envoyé les bons signaux pour que les choses alors se passent bien. peut-être que peut-être aussi que le débat politique était devenu tellement caricatural et tellement peu nuancé que ça a pu décourager aussi un certain nombre de personnes modérées, disons. Et est-ce que tu crois que le président de la République fait preuve de mépris vis-à-vis des syndicats en refusant de les recevoir ? Non, mais c'est pas. Alors là, c'est pas du tout une question de mépris ou de pas de mépris. C'est juste, si vous recevez des partenaires sociaux, c'est pour leur dire quelque chose et pour engager un semblant de discussion, de négociation ou au moins de concertation. Or, le temps de la concertation est terminé et la négociation est impossible. Donc, je vois pas quel aurait été l'objet. Voilà, alors on peut interpréter ça de manière psychologique en disant il est mépris, j'en sais rien, c'est pas le sujet en fait. C'est juste, concrètement, il aurait fait quoi ? Voilà. Et il avait le choix entre deux mauvaises solutions, c'est les recevoir et pas les recevoir. Les recevoir, pour à la sortie, il aurait dit il nous méprise, et il ne reçoit pas, il nous méprise. Non mais il y a un moment, il n'y a pas de se poserait à ce moment-là le statut du Premier ministre. C'est-à-dire que si sur les affaires courantes, tout est traité à l'Élysée, pourquoi garder un Premier ministre d'une certaine manière ? Là, dans beaucoup de domaines. Ouais, ça, si tu veux, Philippe, je voudrais pas faire preuve de naïveté. Sur les impulsions, peut-être, mais sur la gestion des problématiques, c'est plus le Premier ministre qui le fait. Sur la gestion, pas sur l'annonce. Je comprends, d'accord. L'annonce, ça peut être le rôle du président. Mais dans les détails, qu'est-ce qu'on lâche pas, 44 ans à partir de 16 ans, etc. Et tout, c'est pas le président qui a mis le nez là-dedans. Exactement. Et s'il met le nez dedans... Oui, il a sûrement son idée. Hein. Son équipe a mis le nez dedans, et lui sans doute un petit peu. Voilà. Non, mais je crois qu'il y a quelques paramètres qui sont très sensibles sur les régimes spéciaux. Je pense que ça peut se traiter, encore une fois, calmement, pas forcément sous le feu des caméras. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, eh bien, je sais pas, il se confirmerait que les Français oui, ils sont contre, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais de là à tout casser et à remettre en cause la représentation nationale, apparemment, une majorité n'est pas prête à franchir le pas, comme c'était déjà le cas en 2010, comme c'était déjà le cas en 2003, comme c'était le cas de... bref, on a quand même une sacrée expérience maintenant. Anne-Sophie ? C'est compliqué, c'est en effet le contexte, on le dit depuis le début, depuis 2-3 ans, toutes les crises que l'on a, donc on sent quand même qu'il y a même dans l'opinion, même si l'opposition est actée, une certaine fatigue. Et puis c'est vrai que dès que ça vient au vote, il y a l'idée de dire c'est fait. L'autre élément, je pense, qui est assez intéressant quand on voit dans les enquêtes, c'est que beaucoup de personnes se disent de toute façon, il y en aura plein d'autres. Donc, c'est pas écrit dans le marbre. Comme vous l'avez dit, il y a énormément de régimes hétérogènes, de situations particulières. Donc là aussi, chacun, à ce moment-là, aussi regarde devant sa porte et se dit peut-être que finalement, j'ai passé entre les gouttes. Donc, Et est-ce que tu crois pas quand même que l'ensemble, donc le bruit et la fureur dans lequel on a vécu depuis 2 mois quand même, maintenant, presque 3, ça n'a pas amené, parce que quand même à un moment, à force de répéter, alors pas nous, mais enfin quand même, ceux qui défendaient la réforme, en Allemagne c'est 67, partout en Europe, etc. J'ai découvert, là je ne savais pas que les Républicains étaient en train de s'écharper sur les 70 ans, ce qui est visiblement le gouverneur de Floride, la DeSantis, à 70 ans en tête. Et peut-être qu'à un moment ça percole un peu et que les gens se disent oui. Non, mais c'est sûr qu'il y a un côté résignation, là tout le monde l'a fait, etc. Mais bon, ça peut être le cas pour plein d'autres sujets. Là, je pense que tu es assez spécifique, c'est aussi les syndicats qui, là, étaient quand même unis, ont vraiment montré qu'ils avaient un front commun, et aussi surtout la position de la CFDT qui normalement dans les réformes précédentes était quand même plutôt dans l'accompagnement. Donc là il y a vraiment l'idée, je pense, pour les syndicats de mettre un grand coup en disant regardez, on est unis et vraiment on s'oppose à l'augmentation de l'âge de départ. Donc la question ça va être encore après. Et moi ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'on n'a pas utilisé ce débat pour vraiment parler justement de la place des syndicats en France, puisque dans beaucoup de pays européens le taux de syndicalisation est beaucoup plus élevé. Peut-être on le rappellera aussi plus tard avec le MEDEF. Non, mais on peut enchaîner. Et de pourquoi ? Qu'est-ce que tu voudrais ? Il y a un dispositif, alors mis en place par Sarkozy d'ailleurs, d'élection. C'est à nous d'aller y participer là, à un moment. Non, le problème qu'il y a, c'est qu'en France, à mon sens, les syndicats sont beaucoup trop localisés, focalisés depuis des décennies sur des luttes pour des hausses de salaire. Uniquement là-dessus, vraiment des hausses de salaire. Pas sur comment on pense l'emploi
globalement avec le vieillissement de la population et comment on aménage les postes et le travail en fonction de l'âge. Et quand on dit, ça c'est vrai que c'était un petit peu agaçant, les Français sont feignants, pourquoi les autres veulent travailler plus, etc. C'est pas du tout ça le bon bout. C'est de voir que dans les pays du Nord, en effet, le taux de syndicalisation est beaucoup plus élevé et donc vous avez vraiment un accompagnement du travailleur tout au long de sa vie. C'est pas que pour le salaire, mais c'est aussi pour qu'à 50, 60 ans, vous soyez plus dans certains emplois qui sont très, très, très compliqués. Et ça, il n'y a pas du tout cette réflexion. C'est normalement les syndicats dans ces pays-là qui le font. Et donc, ça permet en effet d'avoir des gens qui ont à la retraite 3 fois moins d'arrêt de travail et qui sont bien plus en bonne santé. Alors que nous, on a une productivité horaire énorme entre 25 et 55 ans. Et après, c'est fini d'être mis de côté. Bertrand ? Oui, je suis d'accord. Le seul problème, c'est ça a été un peu délégué, en fait, aux directions de ressources humaines des entreprises. Avec ce qui a succédé à la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, je ne sais plus quel est le nouvel anagramme. GEPP. Gestion de l'emploi et des parcours professionnels. Voilà, exactement. Non, mais je suis d'accord. Le seul problème, c'est que le taux de syndicalisation, ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas par la loi. C'est un problème qui relève un peu de la culture d'entreprise et aussi des branches professionnelles. J'insiste sur ce sujet parce que les questions de pénibilité, et au passage, pas que de pénibilité physique, je rappelle, dans la dernière étude Montaigne que j'ai faite, qu'un problème important dans un univers, dans un tertiaire, comme on est une civilisation, une société, une économie tertiaire, c'est aussi la charge psychique, la charge mentale, le burn-out. Bon. Et ça ne concerne pas que les cadres, on peut être en burn-out à 35 heures, etc. Donc ça, on le dit dans l'étude Montaigne. Tout ça pour dire que toutes ces questions de charge mentale, de pénibilité physique, c'est des sujets de métier, et c'est souvent lié à des métiers cœur de branche, c'est-à-dire spécifiques à une branche. Et donc, le métier de coiffeur, il n'y en a pas dans 50 branches, c'est pas interprofessionnel comme sujet. Le métier de déménageur, c'est pas interprofessionnel. Bon, le métier de transporteur routier n'est pas interprofessionnel. Donc, il y a des responsabilités de branche, et il appartient maintenant aux branches. Alors, si cette réforme pouvait avoir un effet positif, ce ne serait pas les quelques milliards qu'on va économiser, qui sont bien insuffisants au regard de l'enjeu général des finances publiques, évidemment, mais ce serait plutôt de déclencher, un peu par la coercition malheureusement, une réflexion des partenaires sociaux là où elle doit être, c'est-à-dire pas au niveau interpro mais au niveau des branches et éventuellement au niveau des entreprises évidemment, enfin des grandes, sur la gestion des seniors et des fins de carrière, proposer des parcours professionnels qui font qu'à 60 ans on ne se retrouve pas effectivement dans une situation à soulever les pianos sur 4 étages. J'ai dit toujours, c'est le système de retraite, y compris ces questions d'âge légal, qui est un marqueur, qui est une norme sociale. C'est le système de retraite qui décide qui est un senior et qui ne l'est pas. Si le système de retraite vous permet de partir à 57 ans, vous êtes un senior à 50 ans. Et donc, il ne faut pas s'étonner que les entreprises et les branches, dans ces conditions, n'entament aucune réflexion sur le sujet. Si je me permets quand même, quand on compare et rapide, regarde, après on fait la pause. Sur les secteurs, bien sûr, il y a le poids des branches professionnelles, mais quand même, on voit que dans ces autres pays, cette question-là de la formation, on n'attend pas 50 ans, même 45 ans pour se la poser. C'est dès que vous rentrez dans la construction à 25 ans, on vous dit, voilà, oui, mais vous proposer ça, c'est pas contradictoire avec ce que dit Bertrand. C'est pas contradictoire, mais c'est vrai que si on se focalise un petit peu là-dessus, c'est déjà trop tard. Oui, mais c'est pas la branche de la banque qui va se préoccuper de la formation des déménageurs et qui fait qu'un déménageur... Voilà, il y a des sujets métiers quand même. Mais à mon sens, c'est quand même que les syndicats sont trop spécialisés sur les hausses de salaire et pas sur les autres questions. Il y avait eu quelques papiers théoriques sur la question il y a quelques années sur quel est le niveau de négociation qu'on doit avoir entre syndicats et gouvernement. Soit on est à un niveau très global, c'est le cas des pays nordiques, où il y a un accord, et là, effectivement, on le regarde aujourd'hui, mais les accords sur la flexicurité, ça date de la fin du 19e siècle, c'est pas quelque chose de récent. Et donc ça, c'était plutôt efficace, et les négociations, comme le disait Bertrand, à un niveau local de l'entreprise, étaient efficaces. Et en fait, en France, on se situe tout le temps entre les deux. C'est-à-dire qu'on est ni sur une négociation globale qui pourrait permettre de penser le travail au sens global, ni à l'échelle purement locale de l'entreprise pour penser, on est dans une entreprise, comment on gère les choses. Et pourtant, on a les outils pour le faire, là. Alors, c'est quoi ? Parce que je suis perdu dans les réformes. C'est El Khomri, c'est la réforme El Khomri qui... Oui, alors la réforme crée le contrat d'entreprise. Non, elle inverse la hiérarchie des normes, en particulier pour toutes les questions relatives au temps de travail. Et ensuite, elle a été généralisée par les ordonnances Macron de 2017. Donc aujourd'hui, tous ces métiers-là peuvent effectivement, tous ces sujets-là peuvent se traiter au niveau de l'entreprise. Mais encore une fois, j'insiste, au niveau des branches, il y a des questions de métier aussi. Et les questions de métier ne se traitent pas qu'au niveau des entreprises. Il y a des questions de grille de classification qui, là, continuent de s'imposer aux entreprises. Et puis, il y a éventuellement des ressources financières en termes de formation professionnelle
qui doivent être dégagés aussi au niveau des branches, le cas échéant. Les outils juridiques existent, il suffit de s'en emparer. Philippe, tu voulais ajouter un truc? Non, mais c'est toujours cette même question de savoir comment on s'ajuste à un choc. Moi, j'ai toujours ça en tête. Quand on regarde le marché du travail français, on s'ajuste sur les vieux et sur les jeunes. Ben voilà. Et ceux qui sont en emploi sont protégés. Ben oui. Et c'est ça le fonctionnement du marché du travail. Alors, la difficulté, c'est d'ouvrir un peu sur les vieux, d'ouvrir un peu sur les jeunes. Alors, il y a eu les alternants sur les jeunes, ça joue fortement, mais maintenant, il faut ouvrir sur les plus de 55 ans et voir comment ils peuvent être inscrits dans la dynamique du marché du travail. Et ça, intellectuellement, ça semble compliqué à tous les échelons. Sauf que les jeunes et les vieux ne sont pas à la même situation, notamment en termes de taux de pauvreté. Oui, non, mais c'est une autre question. Ben justement, on va pouvoir enchaîner sur la dynamique de l'emploi dans un instant. On repart donc, alors, croissance positive et solide, c'est Bruno Le Maire qui a dit ça à la fin de la semaine dernière, avec donc la note de l'INSEE qui rythme tous les 6 mois notre vie. La vie des macroéconomistes que vous êtes. C'est plus rapide maintenant que tous les 6 mois. C'est tous les 3 mois maintenant. Il y a des points de conjoncture. Ouais, mais la vraie... C'est toujours un truc, ça. C'était Emmanuel Le Chypre qui m'avait expliqué ça, qui m'avait dit, parce que pourquoi les perspectives à 6 mois toujours de l'INSEE, c'est pour éviter d'être en porte-à-faux quand même si l'INSEE est totalement indépendante évidemment, mais être en porte-à-faux avec les prévisions budgétaires. Si tu sors la prévision budgétaire et que tu as le chiffre de l'INSEE sur l'année qui ne dit pas la même chose. Il y a cet aspect-là, mais il y a aussi le fait que l'essentiel des prévisions sont faites sur la base d'enquêtes de conjoncture. Ouais. C'est quand même difficile de les utiliser pour... il faudrait utiliser des modèles là, vraiment pour aller plus loin. Écoute, le corps nous parle de 2035, si tu veux, en termes... Oui, mais c'est pas de la modèle, c'est de la projection. C'est de la projection, là. C'est pas de la prédiction. On a quand même un ministre qui nous dit, en 2035, on aura un milliard près, je sais, non, 200 millions d'euros, oui, il a 200 dit. Millions, 200 millions d'euros 2035. C'est bon. Le mec, en même temps... On n'est pas sur la même problématique, parce que 2035, si je suis ministre de l'économie, c'est loin. Si on parle des 9 mois, ça m'oblige à intervenir. Je vais te dire, par rapport à l'époque où on suivait ça comme le lait sur le feu, je trouve qu'on a gagné un tout petit peu le post-Covid. On était hyper réactif sur 0,1 point de croissance en plus ou en moins. À chaque fois, tu sortais ta règle à calcul pour savoir ça va planter de 10 milliards, les prévisions budgétaires, machin. C'était ridicule. Et j'ai l'impression qu'on en est un peu sorti. C'est-à-dire l'incertitude et la série de chocs qu'on a traversés. Et la guerre depuis. Oui, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre, etc. Machin, et donc on est tombé, on plonge à moins 8, on remonte à plus 6. Voilà, là on parle de trucs un peu sérieux. La seule chose qui continue à augmenter toujours, c'est la dette. Voilà. Ouais. Tout le reste fluctue. On n'aura pas le temps d'en parler, je crois, aujourd'hui, Bertrand. Mais effectivement. Ouais. Puis quand c'est Pierre Moscovici qui s'inquiète, là, à chaque fois, moi, Elle est dans son rôle aussi. Vous mettez n'importe qui à la tête de la Cour des comptes. C'est normal. Si lui ne s'inquiète pas, t'as raison, t'as problème. Voilà. Donc, mais il a bien contribué quand même. À son temps, il a alimenté la machine. Oui. Enfin, c'est lui qui prononce le ras-le-bol fiscal. Hein, c'est Moscovici. Oui. Qui fait la vraie grosse cassure et le début de la politique de l'offre. Quand même. Oui, tu vois. C'était l'été 2012 ou 2013. Et puis à ce moment-là, on a beaucoup reproché à François Hollande d'avoir beaucoup augmenté les impôts en très peu de temps pour justement baisser le déficit. Ouais. Donc ne soyons pas contradictoires. Ouais. Dynamique de l'emploi, plus 44 000 postes au 4e trimestre 2022. Réelle surprise, disent les gazettes. Tu es d'accord avec ça, Bertrand? Oui. Justement, là, l'INSEE était plutôt sur quelque chose d'assez plat, effectivement. Il y a 1 million de salariés en plus, très exactement dans le secteur privé, 1 100 000 salariés en plus par rapport à 2019. Et puis on va voir le petit tweet, je l'avais déjà mis quand Denis Ferrand était venu nous voir la semaine dernière. Cette amélioration de l'emploi, elle est général, tu nous l'avais déjà dit aussi, Bertrand. Oui. L'ensemble, le halo du chômage, le taux de participation à l'emploi. Oui. C'est de la bonne baisse du chômage, parce que généralement, la baisse du chômage est bonne, mais enfin, on pourrait imaginer que c'est accompagné d'une hausse d'une baisse du taux d'activité, comme on peut parfois le voir aux États-Unis. Donc une hausse du nombre de chômeurs découragés, une explosion du halo autour du chômage. Enfin, il y a plein de signes qui peuvent être inquiétants. On pourrait aussi imaginer que ce sont que des emplois précaires, une explosion des CDD et moins de CDI. Et en fait, on peut regarder le sujet sous tous les angles. C'est
un fonctionnement... Une amélioration généralisée depuis que les statistiques existent. On le voit sur la courbe qu'on vous montre. En particulier, les modèles macro de l'INSEE ne permettent de rendre compte de cette création d'emplois. C'est exceptionnel. Alors, il y en a une partie, à peu près un tiers, toujours pareil, qui est liée à l'explosion du nombre d'apprentis. Ouais. Bon, donc, c'est des emplois. Ouais. Sauf que ce ne sont jamais que des gens qui auraient été inactifs, étudiants, en général étudiants dans le supérieur, qui passent sous le statut de salariés. Et donc, oui, mais enfin, ils produisent quand même. En tant qu'étudiants, d'accord, ils produisent de la richesse. Quoi. Oui. C'est pas exactement la même... Je comprends. Le même processus économique. Donc, je ne dis pas que c'est des faux emplois. Voilà. Et puis c'est des emplois à temps partiel, etc. Bon. Mais même si on corrige de cet effet-là, qui explique comptablement, on va dire une partie, que l'INSEE estime à un tiers, on a quand même des créations d'emplois extraordinaires à un niveau de croissance qui reste quand même très médiocre. Et alors après, c'est le sujet de la productivité bien connu, évidemment, qui a baissé, même en corrigeant de l'effet alternant, qui a baissé dans l'absolu depuis 2019. Donc la question de savoir si c'est une baisse qui est conjoncturelle, auquel cas, c'est que du bonheur, ça veut juste dire qu'on crée de l'emploi à croissance donnée, c'est parfait. Il faudrait être sûr que ce n'est pas un affaissement supplémentaire de la tendance de la productivité, auquel cas ce serait évidemment totalement catastrophique. C'est un peu le souci. C'est-à-dire que quand on compare... Alors, oui, je comprends que c'est le souci, mais c'est quand même davantage de gens qui produisent, même s'ils produisent un peu moins chacun. Juste un point. Ça fait quand même davantage de production à l'arrivée. Juste un point. Si on prend 2019 comme référence, 100 en 2019, on est à 101 sur le PIB, à 106 sur l'emploi salarié privé. Exact. Ouais. Est-ce que... Et donc, en termes de productivité, on est à 96 avec 100 en 2019. Donc, et là-dessus, on voit bien que par rapport aux sorties de récession précédentes, c'est-à-dire après le premier choc pétrolier, après la crise du SME, après la grande récession, on est vachement plus bas. Et donc, la question, c'est... comment on explique ce phénomène ? Est-ce que, même s'il y a plein de gens qui produisent, on ne produit rien ? C'est ça le problème. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a plein de gens qui bossent, mais on ne produit rien. On ne produit rien. À ce moment-là, ça nous ramènera aux bénéfices. On ne sort pas, les boîtes ne sortent pas les bénéfices qu'elles sortent. Dans la balance extérieure, dans la balance du commerce extérieur aussi. C'est-à-dire qu'il y a un boom économique, mais ça ne profite pas que à la production française et au PIB, en fait. On perd aussi du côté. D'accord. C'est ça le souci. Donc c'est les Shadocks, quoi. Non, mais c'est la question. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on comprenne bien cette dynamique de l'emploi. Parce que dans le même temps, les chefs d'entreprise, alors on n'a pas encore les chiffres du 4e trimestre, alors je ne les ai pas vus, mais on a un taux d'emploi vacant qui est très élevé. C'est-à-dire qu'on embauche beaucoup, on ne produit pas grand-chose, mais on veut encore embaucher dans tous les secteurs. Bon. Mais ça va, moi. Dans tous les secteurs. Non, mais tu peux aussi... Non, mais être dans l'idée qu'on va se mettre à produire de plus en plus, ce que décrivait Bertrand tout à l'heure. Ce que je décrivais, j'en sais rien. Je ne sais pas quelle est la bonne hypothèse. Oui, on ne sait pas. Les processus de productivité sont longs. Si on veut regagner 100, ce ne sera pas avant 2026, 2027. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en termes de productivité, c'est-à-dire en termes d'efficacité économique, on retrouvera 2019 en 2026 ou 2027. C'est long quand même. Je suis pas sûr que ce soit... Anne-Sophie. Par rapport à ça, donc même France Stratégie avait travaillé sur cette question. On voit qu'on est de toute façon vers une tendance, mais c'est pas qu'en France qu'on voit ça, de ralentissement de la productivité. Donc bien sûr, il faut avoir une analyse conjoncturelle, mais plutôt ce qui est intéressant, c'est de voir structurellement pourquoi. Parce qu'on a des emplois qui changent de nature. C'est ça le sujet. Et donc en effet, avec le vieillissement, vous allez avoir énormément d'emplois dans le service. Donc là, on sait que vous allez avoir beaucoup moins de gains de productivité, avec plus de monde qui vont être embauchés. Et par contre, dans ce qui est à très forte valeur ajoutée, on en parle assez des industrialisations, etc., on est dans une phase de réindustrialisation, mais même si on est dans cette phase-là, l'augmentation reste... sur l'épaisseur du trait. Tout à fait. Et on a une situation... Donc, pour moi, c'est plutôt une situation conjoncturelle que structurelle, parce que structurellement, on va avoir cette dégradation de la productivité, mais pas qu'en France, dans tous les pays développés. Mais c'est pas une bonne nouvelle. Quoi qu'il arrive, c'est pas une bonne nouvelle. On ne dit pas que c'est une bonne nouvelle ou pas. On essaie de comprendre pourquoi. Donc, quand on comprend pourquoi, il faut regarder au niveau global. On n'est pas les seuls, c'est le cas dans tous les pays de l'OCDE, et d'essayer de voir quelles sont les tendances en termes de qualité de l'emploi. Et donc ça, on le voit en France, mais également dans les autres pays. Comme on est dans la même zone euro, forcément, la structuration de l'emploi a un impact, pas qu'en France, mais aussi dans les autres pays.
Donc, si on veut répondre à la question pourquoi, si c'est important de voir l'aspect structurel. Après, on peut dire c'est bien, c'est pas bien, mais en tout cas, toutes les études montrent que voilà, on est aujourd'hui dans ce cycle-là qui est long. En plus, on a la transition écologique qui va... Malgré la révolution technologique, cette baisse de productivité, elle est inéluctable. La fameuse numérisation, on attendait d'avoir des gains qui explosent, n'a pas lieu et n'aura sûrement pas lieu. Pourquoi ? Parce qu'on a confondu deux choses. On a vraiment confondu la création de valeur ajoutée en créant en effet des Google ou ce genre d'entreprises. Mais le problème, c'est que ce sont des entreprises qui sont globales, mondiales. Et donc, une fois que vous avez eu un pic, eh bien ensuite, c'est très décroissant. C'est un peu comme le capital. Ouais. Donc, le gain de productivité qu'on attendait est vraiment pas aussi important que ce qu'on disait avec la révolution numérique. Et le problème, c'est que beaucoup d'entreprises vont numériser leur processus productif, mais c'est quoi ? C'est passer à la numérisation. C'est pas en corrélation avec vraiment de la création de richesse, de la création de valeur. Dans des secteurs où c'est plus spécifique comme la santé, où là vraiment la numérisation, c'est souvent beaucoup de création de valeur ajoutée, parce qu'il y a de la robotique, etc. Mais dans plein de secteurs, notamment les services, vous n'avez pas des gains de productivité qui sont associés. C'est seulement en fait des plateformes ou d'autres manières de vendre. C'est pas forcément une augmentation de la valeur créée. Et donc ça, en fait, on l'a en disant la numérisation, voilà, on va avoir énormément de gains. Donc on s'est dit, ça va, on voit que les gains décroissent, mais grâce à ça, on est sauvé. Et non, avec en plus le vieillissement de la population. Donc c'est sûr qu'on est dans cette tendance-là. Après, et tu sais comment ça, ce que tu viens de dire se traduit dans les entreprises, c'est toujours la même chose. C'est alors j'en profite d'ailleurs pour rappeler ce chiffre qui est quand même très important au cœur de notre révolution numérique ou digitale peut-être. Ça y est, la France est fibrée. On a dépensé collectivement, public-privé, 30 milliards d'euros pour réaliser ce chantier extraordinaire. Et tu as aujourd'hui la moitié des chefs d'entreprise qui ne jugent absolument pas utile de basculer dans un univers digital, de modifier leurs outils, etc. Et tout. Et à chaque fois, quand tu discutes avec l'ensemble de ceux dans les fonctions finance, compta, gestion de factures, des choses comme ça, qui pourraient mettre en place l'ensemble de ces outils digitaux, c'est le business case de la digitalisation. Je sais combien ça me coûte d'acheter le logiciel, de prendre un abonnement supplémentaire pour avoir davantage de débit, etc. Combien ça va me rapporter ? Et en fait, tu n'as jamais la réponse à cette question. Tout à fait. Notamment pour les fonctions support, pour le RH, pour avoir un meilleur suivi. Combien ça va me rapporter ? En fait, tu n'en sais rien, tu es complètement dans l'immatériel. Et donc, c'est des chefs d'entreprise qui, à un moment, décident de prendre le pari ou pas de le faire. Mais c'est vrai qu'en termes de business case, de rentabilité de l'investissement des capitaux employés, comme on dit, tu as beaucoup de mal, en fait, à définir ce truc. Oui, vas-y, Philippe. Une remarque sur... Il y a deux choses. Effectivement, on passe, on change de job, etc. Mais quand on compare, là, dans le cycle, la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Japon, on est très en dessous de tout le monde. Hein. Ouais. C'est nous Français ou nous Européens ? Nous Français. Nous Français. Il y a un côté spécifique à la France qui pose une vraie question. La productivité horaire. On n'en rate pas une. Oui, les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est ça que tu allais dire. L'autre point, c'est que on se focalise toujours sur la productivité en se disant il faut aller vers les entreprises à forte valeur ajoutée, etc. C'est pas ce qui génère le plus de gains de productivité aujourd'hui. De productivité, etc. Il y avait un papier de Krugman il y a très longtemps là-dessus. Je pense que c'est toujours vrai. C'est encore dans le bâtiment qu'on va gagner. On se focalise sur des trucs en se disant là, ça va être génial. Et l'autre point quand même, parce que tu évoquais tes business case, c'est la réponse de Robert Gordon qui est de dire dans les innovations, etc., qu'est-ce que ça t'apporte en termes de bien-être ? Et donc, quand, à titre particulier... Entre l'iPhone et l'eau courante, qu'est-ce que vous choisissez ? Exactement, ou le frigidaire. Moi, je l'avais avec l'eau courante. Bon, le frigidaire, ça marche aussi. Même pour l'entreprise, qu'est-ce que ça va... Mais évidemment. Ça change. Mais évidemment. Et donc, cette question-là, tant qu'on n'a pas le sentiment que ça va être le jour et la nuit, quand on a découvert le frigidaire, c'était le jour et la nuit. L'iPhone, c'est bien, mais c'est... Oui, mais regarde, Philippe. Alors, quand on a lancé Bismart, je me souviens très bien, donc juin 2020, c'est l'une des premières images que je projette, c'est la une de The Economist, Roaring Twenties. Et The Economist, donc c'était la sortie du confinement, et The Economist fait le parallèle entre l'électricité et la révolution numérique. Et dit,
En gros, invention de l'électricité, allez, 1880 pour la faire vite. Le temps que ça se diffuse et que ça y est, et au début, il y a cette idée que oui, on a les machines électriques, mais en fait, on produit exactement comme avec la machine à vapeur, on n'a pas changé, l'électricité n'est pas diffusée partout dans l'atelier. Des décennies. Et en fait, c'est 1920 que là, c'est l'explosion de l'électricité. Et il faisait le parallèle. 1980, bon voilà, l'informatique commence à se diffuser. Et, pensait-il, 2020, tu as une vraie explosion de la création de valeur digitale. C'est la dynamique de, comment il s'appelle, Björn Nilsson, enfin c'est un nom un peu compliqué à prononcer, qui est à Stanford, qui a fait des bouquins avec McAfee, etc., en disant, jusqu'à présent, on n'est pas sur la question exacte de l'électricité, mais on a développé des innovations qui ne sont pas toutes cohérentes les unes avec les autres. Exactement. Et à un moment donné, on va avoir une convergence Et à un moment donné, tu as le Fordisme. Et à un moment donné, ça transforme le processus de production. Donc, Björn Nilsson disait, il n'y a pas encore très longtemps, on arrive peut-être à cette phase-là. Mais ça fait un petit moment qu'il travaille sur la question et la question, c'est est-ce qu'on le voit maintenant? Est-ce qu'on le voit en 2025 ou en 2030? La grande question, c'est est-ce que le télétravail, c'est l'équivalent du Fordisme? Est-ce que ce truc, ah oui, mais qu'on prend à la légère, mais quand tu le regardes, qui supprime les temps de transport, qui organise complètement différemment l'entreprise, qui va faire gagner beaucoup de temps, et on l'a déjà vu, ça y est, c'est fait, en réunion, etc., oui, etc., etc. Aujourd'hui, ça ne se voit pas dans les chiffres de la... Eh oui, mais ça prend un peu de temps. Oui. Et puis j'en sais rien, parce qu'il faut que ça s'organise. C'est exactement comme Ford qui transforme l'usine. C'est une transformation complète managériale. La productivité horaire. Tu faisais référence à Denis Ferrand tout à l'heure sur son graphique, etc. Il a sorti un autre graphique intéressant en faisant référence à un propos de Robert Solow en 87 qui disait les ordinateurs sont partout sauf dans les statistiques. Et lui il dit regardons l'emploi, la qualification de l'emploi, elle est bien meilleure aujourd'hui qu'il y a 10 ans et pour autant ça ne génère pas plus de productivité. Et donc, il y a une vraie... Parce qu'il y a des phénomènes macro qui sont beaucoup plus importants que ces transitions-là, qui sont en effet le vieillissement de la population, et ça, c'est pas juste en France, c'est vraiment une tendance globale, et le fait qu'en effet, la numérisation, même si elle a lieu, même si elle est importante, même si elle est aussi importante qu'on aimerait, elle ne créera pas ces gains de productivité-là, parce que quand vous voyez comment la valeur ajoutée est répartie dans les secteurs, on le voit de l'INSEE, eh bien, vous n'avez pas et vous n'aurez pas les hausses de productivité qu'on attendait. C'est difficile à dire, mais c'est vrai. Et voilà nos marteaux-piqueurs très productifs sur l'immobilier parisien qui reviennent agrémenter les dernières 10 minutes de ce débat. J'avais mis des tonnes de sujets, mais non quand même Bertrand, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables d'en parler. Toi, oui. Le MEDEF, là, c'est parce que donc la campagne pour la succession de Roux de Bézieux est lancée. Et je me disais, on est sorti du fracas, là, pour le coup, totalement. On va avoir, j'ai l'impression, une élection totalement atone qui va intéresser dans les pages intérieures des Échos, du Figaro. Alors Patrick Martin là, a l'air d'être le grand favori. On va attendre de voir ce que fait le patron de Lot. Mon Dieu, son nom m'échappe. Sobo. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà, qui était celui qui avait affronté Roux de Bézieux il y a 4 ans. C'est bien ou pas le fait que le MEDEF, parce que c'est sans doute à mettre au crédit de Roux de Bézieux d'une amélioration sans doute de l'image du MEDEF, de l'idée qu'on est vraiment sorti de l'époque Célière, etc. Tu vois, chaise à porteur et... Alors, oui, non, mais ça c'est certainement. Et MEDEF de combat, enfin bref. Quoi. Oui, mais enfin, c'est l'environnement politique aussi qui a changé. Je veux dire que ça fait quand même maintenant quelques années qu'on a un discours gouvernemental quand même très pro-business. C'est vrai. En termes d'image, ensuite, qu'il y ait des problèmes, bon, ça c'est autre chose. Mais donc, cette dimension-là du MEDEF qui est de réhabiliter l'entreprise, etc., c'est peut-être plus le sujet essentiel du MEDEF finalement. Donc, le sujet, mais ça veut dire que c'est gagné dans le pays, ça? On va gagner, peut-être pas définitivement, mais enfin, en tout cas, c'est pas. Il a pas face à lui des gouvernements qui sont anti-entreprise, radicalement anti-business, anti-business, comme ça peut être le cas quand même à certaines époques. Bon, on n'est plus sur les. Enfin, il y a plus de programmes de type 35 heures autoritaires, des choses comme ça. Bon, donc les sujets deviennent quand même assez techniques quand même. Alors, le MEDEF, il a 2 choses à faire. Il a à faire du lobbying
auprès des pouvoirs publics, donc c'est beaucoup de questions de fiscalité quand même, hein, des choses comme ça. Et puis il a à négocier évidemment avec les organisations syndicales. Et cette négociation, je le dirai jamais assez, c'est pas au niveau interprofessionnel qu'ils peuvent faire. Il n'y a pas grand-chose à négocier au niveau interprofessionnel. Ouais. C'est dans les branches et dans les entreprises que ça doit se passer. Voilà. Et donc effectivement, on a un MEDEF qui est apaisé, mais ça peut s'expliquer, par la personnalité des gens, mais ça peut s'expliquer aussi par un contexte qui n'est pas, qui en termes d'image, l'entreprise sort plutôt grandie des dernières séquences, y compris d'ailleurs la séquence Covid. Exactement. Mais bien sûr. C'est pas mal de le dire quand même. Ça reste quand même dans tous les sondages, l'entreprise reste une des institutions quand même les plus solides. Non mais Philippe, juste une remarque, c'est plus une question qu'autre chose. Est-ce que ça ne traduit pas le fait que le syndicat professionnel, enfin le syndicat patronal, reflétait des branches qui étaient très industrielles? Je pense à l'UIMM ou à d'autres, et qui on disait que les faiseurs de roi, c'était l'UIMM et la Fédération du bâtiment. Voilà, mais, toutes les branches industrielles qui ont été au cœur des syndicats patronaux se sont affaiblis avec le temps, parce que leur poids dans l'économie a franchement diminué. Et donc, est-ce que ce phénomène-là joue pas à l'apaisement? Finalement, le MEDEF n'a plus le même statut et la même représentation qu'on lui prêtait il y a quelques années. Il est toujours en lien avec le bâtiment quand même, Patrick Martin. C'est compliqué. Il est dans alors il y a une très belle boîte, 1 milliard de chiffre d'affaires, 3000 personnes, mais c'est dans le B2B lié au bâtiment. Oui. C'est sur de la location de matériel de seconde œuvre, je crois. Enfin bon, on est vraiment dans une sacrée niche. Mais voilà. Anne-Sophie, comment est-ce que tu vois le truc? Juste parce qu'il a donné une interview au Figaro, il dit important dans un pays inflammable d'incarner une forme de stabilité et de sérénité. Cela contraste avec l'atmosphère inutilement électrique. Là-dessus, je suis pas d'accord avec lui, mais bon, l'atmosphère inutilement électrique qui est aujourd'hui celle du Parlement. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment deux choses. En effet, il y a la forme qui fait que la personnalité quand même des membres a quand même beaucoup changé. Qu'avec le Covid, on a quand même beaucoup parlé aussi de réindustrialisation, de reproduire local, de souveraineté. Donc ça passe par quoi? Par les entreprises européennes et françaises. Et moi, je dirais aussi que tous les scandales numériques, des Google et autres, eh bien, en fait, leur a servi. Puisque c'est vrai que le MEDEF, je ne dirais pas, paraît... pas comme les gentils, mais un petit peu comme ceux qu'on connaît. Une prime à la ringardise, tu vas dire. Hein? C'est toi qui l'as dit. Ah, c'est pas mal. Mais justement, quand on voit, en effet, dans les enquêtes, depuis le Covid, etc., il y a une autre vision de l'entreprise qui s'est aussi transformée. Donc, il y a aussi beaucoup de communication par rapport à ça, que aussi le MEDEF a fait même sur la transition écologique, alors qu'avant, c'était vraiment des sujets qui étaient beaucoup plus exclus. Donc ça, il faut le dire. Et surtout, c'est vrai que je pense que comme on a beaucoup eu de débats sur les GAFAM, les grands, etc., qui allaient un peu nous avaler en Europe, on connaît par cœur toutes ces questions, eh bien c'est vrai que, moi je dirais le MEDEF et d'un côté le 440, mais d'ailleurs là aussi on voit comment les deux prennent leur distance. Parce que c'est super intéressant ce que tu dis, mais un peu paradoxal, parce que Roux de Bézieux, c'est quand même, qu'on le veuille ou non, le fils de la Startup Nation. Enfin, on n'appelait pas ça encore Startup Nation, mais c'est Croissance Plus. Souvenez-vous, ils se lancent dans la je pense que là, la téléphonie. Ils ont réussi, c'est de dire... alors bien sûr, ça reste c'est le patronat, mais qui sont déjà transformés. Ils ont abordé des sujets, en effet, qualité au travail, transition écologique, qui était important pour beaucoup de salariés. Inclusion. Et puis surtout, ils se positionnent comme, nous aussi, on a un élément de souveraineté, on a un élément peut-être de barrage, par rapport aux Américains et aux Chinois. On peut vous offrir autre chose, donc de localité, de proches, qu'il n'y avait pas du tout il y a 20-30 ans à la grande époque. Et donc, il n'y a pas la même image que le MEDEF. D'ailleurs, c'est intéressant, dans la réforme des retraites, vous regardez là aussi les réformes précédentes, on avait souvent, c'est le MEDEF qui fait la réforme. Oui. Aujourd'hui, on dit, c'est l'Europe. Bon, alors, je ne sais pas si c'est mieux. Oui, et on peut se le dire, même s'il n'aime pas qu'on le rappelle, en tout cas, le MEDEF est assez absent. Ils étaient même le pied sur le frein. Et voilà, c'était la REF, c'est ça, de l'été dernier. Ils mettent le pied sur le frein en disant la vraie priorité, c'est l'assurance chômage. Toutes les réformes avant qui étaient considérées comme libérales. Philippe, attends, je voudrais juste encore citer une phrase qui fait un beau débat quand même. Donc, que doit faire le MEDEF? Voilà, tout ce que vient de décrire Bertrand, tout ce qu'on vient de dire. Et puis, il dit, Patrick Martin, mener très clairement le combat de la croissance, c'est un objectif qui ne fait plus l'unanimité.
Je trouve cette phrase très intéressante. Oui, mais c'est toute la problématique sur la transition énergétique. Ouais, croissance, décroissance, on va voir là avec la loi nucléaire qui débarque. Là, Mais je voulais juste faire une remarque. En France, on a des grandes entreprises qui semblent complètement déconnectées du MEDEF. Je pense aux grandes entreprises du luxe. Ah oui, peut-être le luxe, parce que les autres, c'est pas vrai. Ah non, mais où sont-elles ? Ouais, le luxe. Je veux dire, c'est... Bon, enfin, elles sont 3, quoi. L'Oréal, Hermès, LVMH. Oui, elles sont 3, mais... Pardon, Kering, Hermès, LVMH, parce que L'Oréal est beaucoup plus investi dans le... Mais elles sont très importantes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans le MEDEF tel qu'il est représenté, il n'incarne plus quelque chose quand il n'incarne pas les entreprises du luxe sur lesquelles il y a toujours il y a des milliardaires. Donc, on a une vision qui a un peu changé. Le CAC 40, vous avez vu ce truc, alors j'ai pas eu le temps d'en parler moi la semaine dernière, mais j'ai été très surpris. Donc, c'est quoi le chiffre ? C'est plus de la moitié de la capitalisation du CAC est maintenant détenue par des familles. Ouais. Je crois que c'est ça, le truc, ce qui est beaucoup lié au luxe, évidemment. Donc c'est quand même intéressant. Voilà. Non, mais on l'a vu même quand même dans la crise énergétique ou même les crises depuis le Covid. À chaque fois, c'était il faut faire payer la pharmacie, ensuite le secteur de la santé, ensuite le secteur numérique, etc. Donc tu voudrais que Bernard Arnault investisse dans le MEDEF ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr, moi. On regarde tout ce qu'on vient de raconter, du calme, de la sérénité, de tout ça, je ne suis pas sûr. Associé au patron d'Hermès, ça pourrait être sympathique. Ah, t'imagines ? C'était quand ? C'était 2010 ? Non, un peu après, non, 2012, 13, je sais plus. La bataille homérique entre Hermès et LVMH. Bon, on a fait le tour. Oui, on n'aura pas le temps de parler des finances publiques, mais on en parlera de la semaine. Dans la semaine, l'avertissement de Pierre Moscovici, nous avons un endettement qui pourrait paralyser l'action publique. Je pense aussi que c'est une des clés de ce dont on parlait tout à l'heure, paralyser aussi l'action privée. Mais je pense qu'on peut en parler dans un an aussi, parce que Pierre Moscovici fera à peu près la même déclaration dans un an. Ouais, la question c'est quousque tandem, quoi. C'est comme la crise, la récession, la dette, voilà. Tous les 6 mois... Sauf que la crise et la récession, c'est un cycle. La dette, non. Ça reste. Un cycle beaucoup plus long. Point bas, c'était 74. Ça reste. Bon, merci, chers amis. Merci à tous. Alors, demain, émission d'interview autour de 2 sujets. Alors, d'abord, on parlera énergie, puisque alors, c'est la loi d'accélération nucléaire qui arrive... à l'Assemblée nationale, là, mais c'est l'hydrogène qui m'intéresse. Il y a pas mal de questions pratiques quand même à se poser autour de l'hydrogène, donc on va voir ça. Et puis, on parlera logement aussi, c'est un des autres sujets que j'avais mis de côté, mais dont là aussi, je pense, on aura l'occasion de reparler ensemble sans problème. Merci de nous avoir suivis, merci à tous, et donc à demain.